sur l'émission Top Candidat d'Anews Sécurité. Alors, cette émission a pour objectif de parler de formation. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de la formation des directeurs sécurité, sûreté et notamment face à l'évolution des enjeux, des risques, des menaces de plus en plus nombreux et surtout variés. Et pour parler de ceci, j'ai un très beau plateau aujourd'hui et ceci me fait très plaisir de recevoir tout d'abord Monsieur le Préfet Marc Burke, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur le Préfet, vous êtes chargé de mission au secrétariat général du ministère de l'Intérieur et vous venez plus particulièrement sur ce plateau aujourd'hui en tant que professeur des universités, associé notamment à l'Université de Lorraine, à la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de Nancy. Vous professez également dans d'autres univers, au Centre européen universitaire, à l'IPAG par exemple, et vous vous consacrez donc aux enseignements universitaires spécialisés du droit, de l'emploi, de la force, de l'usage des armes, du pilotage des crises et de la gestion des risques. Je rappelle également que vous avez écrit de nombreuses monographies, dont un ouvrage portant sur le droit de la sécurité privée en 2021. J'en dirai pas plus long aujourd'hui, mais effectivement avec beaucoup d'autres choses qui ont à la fois le mérite d'allier sécurité publique et sécurité privée. J'ai également le plaisir de recevoir le colonel Alexis Pelletier. Bonjour colonel. Bonjour. Et donc, je rappelle que vous êtes chef du département MBA Management de la sécurité, donc à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et nous avons, l'Agora des directeurs de la sécurité a un partenariat avec ce MBA maintenant depuis quelques années. Fabien Desnaud, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Fabien Desnaud, vous êtes ici présent aujourd'hui pour représenter l'Agora des directeurs sécurité, partenaire du média Anews Sécurité. Et je rappelle que vous êtes coprésident du Collège national Agora des directeurs sécurité sûreté. Vous êtes également coprésident du club des Hauts-de-France, donc un des 10 clubs de l'Agora des directeurs sécurité. Oui. Voilà, et c'est à ce titre que vous venez aujourd'hui. Alors, vaste sujet que nous allons porter aujourd'hui. En mot introductif, je voulais juste rappeler un récent sondage. Il y a Alliance Global Corporate Specialty qui a publié sa 12e enquête annuelle sur les principaux risques d'entreprise dans le monde. Et sans étonnement, la cyberdélinquance, mais également l'interruption d'activité arrive en tête. Inflation également, récession imminente et crise énergétique sont des menaces prégnantes dans les activités de la sécurité-sûreté. Pandémie, nouveaux risques, nouvelles mesures et donc nouvelles formations. Alors, comme je le disais, on voit de nombreux nouveaux risques aujourd'hui et nouvelles menaces dont le directeur sécurité-sûreté doit faire face. En octobre dernier, nous avons mis en place, donc avec l'aide de l'Agora des directeurs sécurité, une enquête qui a été menée donc auprès de nos 600 directeurs sécurité sûreté de l'Agora, et nous avons 138 membres qui ont répondu à cette vaste enquête. Alors Fabien, je souhaitais revenir un petit peu sur cette enquête. Bon, comme on peut le voir au niveau de l'écran, on a déjà en préambule, on peut dire qu'on a 55% des directeurs sécurité-sûreté qui ont répondu à cette enquête, qui représentent une entreprise privée, 45% une organisation publique, donc on est à peu près à égalité. On a 86% de ces personnes qui ont répondu qui ont entre 40 et 60 ans. On a 48% de ces personnes, de ces membres qui ont un niveau Bac plus 4 ou 5. On voit donc un cursus assez important. 51% ont suivi un cursus universitaire. 16% et 10% sont issus d'écoles d'officiers ou sous-officiers. Et puis après, on a aussi d'autres
des directeurs sécurité-sûreté qui émanent d'autres cursus, tels que des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Est-ce que, tout d'abord, ces chiffres vous surprennent, Fabien, ou effectivement, c'est ce que vous avez l'habitude vous-même de rencontrer au quotidien? Représente-t-il bien, effectivement, aujourd'hui, le cursus d'un directeur sécurité-sûreté? Surprendre, non, parce que j'ai aussi répondu à l'enquête. Donc, ce qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est 50% de personnes qui ont vraiment un cursus universitaire avec du bac plus 2 à bac plus 5. Pourquoi ? On va dire que sur ces 10 dernières années, on va dire même 10-12 dernières années, on a quand même des formations qui sont apparues, soit cursus universitaire ou dans des écoles en particulier, qui amènent aujourd'hui, on va dire il y a 15 ans, 15 ou 20 ans, il y avait juste un DUT hygiène et sécurité. Derrière, on a eu des licences qui sont arrivées, des M1, des M2, sur tous les univers des risques que l'on peut rencontrer. Moi-même, entre guillemets, formant et enseignant sur la fac de Lille, à l'université de Lille, sur un bac plus 3 ou des M2 dans d'autres univers. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, on professionnalise. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises, en général, ont besoin d'avoir, entre guillemets, de la ressource. Pourquoi ? Parce que le métier, et on le verra par la suite, le métier évolue et change. On a besoin d'être très transversal. On a besoin d'une connaissance globale sur nos risques, mais aussi du juridique, du pénal, de l'environnement, et aujourd'hui encore plus de la cyber. Donc on commence vraiment à être transversal. Et pour ça, il faut de la formation. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment à ce que les entreprises cherchent vraiment des responsables ou des directeurs avec, entre guillemets, une assise et des formations assez importantes. Oui. Oui, donc effectivement, c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai qu'on avait la tendance à croire parfois que le directeur sécurité-sûreté, finalement, un bac plus 2, et se formait sur le tas, comme on dit. Alors aujourd'hui, les équipes se staffent aussi un peu, donc parfois. Donc aujourd'hui, on a besoin aussi de tous les profils. Et en plus, on a eu longtemps aussi des profils anciens gendarmes, anciens policiers, anciens militaires. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir une mixité publique, privée, on va dire, même étudiants. On voit des étudiants aussi qui n'ont pas forcément l'expérience. Mais moi, actuellement, j'ai un M2 en alternant qu'on fait monter en compétences, qui nous amène énormément de choses. Et voilà, qui apprend aussi grâce au rétex et au retour d'expérience du quotidien. Mais on commence à avoir des gens, voilà. Et donc après... Fini, peut-être demain. Alors après, on verra d'autres évolutions que l'Agora essaye aussi de mettre en place avec une reconnaissance, on va dire, vraiment étatique du poste de directeur sécurité, comme on peut avoir en Angleterre ou dans certains autres pays. Pourquoi ? Pour arrêter parfois de mettre, entre guillemets, du jour au lendemain, une personne lambda de l'entreprise. Ça se fait de moins en moins, ça existe encore, mais ça se fait quand même de moins en moins. On cherche vraiment de l'expertise aujourd'hui, surtout au groupe du CAC 40. Ou grosses entreprises, voilà. Très intéressant, effectivement. Donc, on voit qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui ont une expérience scolaire, on va dire universitaire ou d'école, qui leur permettent tout de suite d'appréhender différemment le métier. Et ce contrat de professionnalisation, on y reviendra parce que où les jeunes qui entrent pour se former tout en continuant leurs études, c'est vrai que c'est également très intéressant, on y reviendra. Monsieur le préfet, je me tourne vers vous. Alors, comme je le disais, en dehors de vos fonctions au sein du ministère de l'Intérieur, vous vous êtes assez vite intéressé également en tant que professeur à ces étudiants, à ces recrues, à ces jeunes qui vont embrasser demain le métier de sécurité-sûreté. Et vous avez été avec monsieur le doyen, notamment au niveau de l'université de Lorraine et la faculté plus particulièrement de Nancy. Vous vous êtes attaché à pouvoir créer un diplôme universitaire, puis un master sur la sécurité intérieure. Alors on aurait pu croire au départ que ce type de formation était peut-être davantage dédié à des jeunes qui voulaient passer des concours. Est-ce le cas ou pas seulement ? C'est bien sûr toujours encore le cas, parce que les diplômes sont conçus comme cela, mais je vous dis, dès à présent, eu égard aux chiffres que vous avez, on a prévu aussi, nous, une filière qui va s'ouvrir en prochain, parce qu'il faut la valider au niveau des institutions universitaires, une filière strictement sécurité privée. Parce qu'on avait effectivement une filière publique où les jeunes hommes et les jeunes femmes s'orientaient vers les grands concours de la fonction publique, police, gendarmerie, douane,
administration pénitentiaire, les armées, etc., qui marche bien, mais on se rend compte que la formation n'est pas la même, et l'objectif n'est pas le même. Donc c'est un point extrêmement important, donc, qui est complètement, à mon sens, en vision de demain. En tout cas, on va l'ouvrir dès que la formation sera validée par les instances nationales, puisque c'est un diplôme universitaire de niveau M2. Bien sûr. Par ailleurs, je pense que ce qui est aussi important, c'est pouvoir faire une formation universitaire professionnalisante. Il ne s'agit pas de faire un M2 droit public, droit pénal, comme ça a été évoqué parfois, mais effectivement un M2 spécifique pour ce type de formation. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, pas juste théorique, mais aussi pragmatique. Oui. Ce que vous évoquiez sur l'alternance, soit des stages, etc., mais on en parlera peut-être tout à l'heure pour ne pas totalement déflorer le sujet. Et le troisième point, eu égard à tout ce qui a été dit, que je partage complètement, c'est aussi le positionnement. Je crois qu'il y a deux éléments importants pour le positionnement du diplôme universitaire. C'est d'abord par rapport à l'Europe. Nos amis européens, ils ne connaissent pas, entre guillemets, nos grandes écoles. J'adore les grandes écoles. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc j'adore les grandes écoles. Mais eux connaissent le LMD. Donc, pour être dans une entreprise, un niveau hiérarchique important, ils vont vous quantifier à ce niveau-là. Le directeur sécurité, pour pouvoir y entrer et se positionner par rapport au RH, au DG, DGA, secrétaire général, qui voulait, le patron en tout cas qui gère l'entreprise, il faut qu'il ait un diplôme qui soit reconnu du même niveau que celui qui va l'employer. Si c'est un Allemand, un Anglais, il ne connaîtra pas telle et telle école, il connaîtra, dans les écoles de commerce, font des masters. Donc on est complètement là-dedans, et je crois que c'est un élément extrêmement important. Et voilà pourquoi nous poussons aussi à bâtir des thèses, des thésards aujourd'hui, des thèses professionnelles, des thèses CIFRE, qui permettent à positionner nos étudiants à un niveau largement équivalent à celui du RH, en tout cas au niveau européen. Donc c'est extrêmement important, cet élément de gradation. Et il faut qu'on ait ce positionnement de diplôme. Aujourd'hui, on évoquait les L3, les M1, les M2 et les doctorats. C'est ça. Donc aujourd'hui, votre objectif finalement, en amenant et en créant ce type de diplôme, est de pouvoir que ces jeunes soient davantage reconnus au niveau européen aujourd'hui et qu'on ait finalement le même niveau de gradation. Oui, et puis même dans l'entreprise, si vous voulez, vous avez très souvent le RH ou un des directeurs généraux ou adjoints ou vice-président de l'entreprise qui aura fait une école de commerce. Il faudra que l'étudiant, dans sa spécialité, écoutez, j'ai fait un M2 quelconque, ils sont tous très bien, mais quelconque. Écoutez, voilà, vous êtes spécialiste de la gestion, de management du personnel, moi je suis spécialiste de la sécurité, et au même niveau que vous. Et ça c'est fondamental, et je crois que ça donne une vraie reconnaissance donc, dans l'entreprise et au niveau européen. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Alors, colonel, comme je le disais, vous représentez aujourd'hui, en tant que chef de département du MBA, au niveau de l'EOGN, aujourd'hui, je rappelais quelques chiffres. Donc, on est à peu près à un quart de nos membres, des membres de l'Agora des directeurs sécurité-sûreté, qui sont issus de l'école, soit officiers, soit sous-officiers. Alors, est-ce que cela signifie, puisque l'EOGN ne prépare pas à être demain directeur sécurité-sûreté, ça on le sait tous. Est-ce que ça veut dire que c'est une reconversion, un deuxième emploi? Comment vous l'entendez quand vous voyez ces chiffres? C'est sans aucun doute des reconversions, en effet. Je pense que les officiers de gendarmerie ou les policiers ou les officiers venant des armées ont des choses à apporter à la sûreté dans le cadre d'une reconversion. Pour ce qui est des forces de sécurité intérieure, ceux qui viennent de la police ou de la gendarmerie, ils vont pouvoir apporter leur connaissance des menaces, la diversité des menaces, puisque les menaces se diversifient, les risques se complexifient, et donc ils ont cette connaissance-là. Ils ont aussi une connaissance juridique, qui peut apporter énormément aux organisations dans lesquelles ils se reconvertissent, pour ce qui est de la sûreté. Et ils possèdent tout ça. Alors, ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise à proprement parler, mais ils disposent des qualités d'adaptation, justement, pour intégrer des nouveaux process, une nouvelle culture, et pour pouvoir, justement, apporter une meilleure sûreté. Mais je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, on le voit à travers les chiffres, c'est une diversité des origines. Donc, et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de la sûreté en France, c'est cette diversité des origines. Chacun peut nourrir la sûreté de son expérience propre. Très bien, et on reviendra tout à l'heure sur le MBA plus particulièrement, où on voit qu'effectivement, alors là, à l'inverse, ce sont les directeurs sécurité-sûreté qui vont se former au sein du MBA pour qu'on
pour avoir d'autres compétences, effectivement, et cette pluralité de directeurs sécurité sûreté qui viennent d'univers différents, je pense que finalement, c'est ce qui fait cette richesse et ce qui fait cette complémentarité entre ces acteurs et peut-être même au sein d'une même entreprise. Je vais revenir sur maintenant d'autres points, notamment sur un point qui me semblait important. On a vu que 90% des membres qui ont répondu à cette enquête considèrent que leur métier a évolué ces 10 dernières années. Alors, évoluer à différents domaines. D'abord, justement, sur l'extension du domaine de responsabilité. Et on sait ô combien la responsabilité est également un point important, la professionnalisation et également peut-être un petit peu plus de reconnaissance. Et ça reprend un petit peu aussi peut-être finalement pourquoi le diplôme, le cursus a évolué à ce niveau. Justement, Fabien, est-ce que vous-même vous le constatez ? Ces 3 points, extension du domaine de responsabilité, c'est un sujet qui tient à cœur au niveau de l'Agora des directeurs sécurité et il y a eu des rendez-vous et des thématiques sur ce sujet. Professionnalisation, ça tout le monde le comprend, et puis plus de reconnaissance. Pourquoi ? Alors je pense qu'on est, on va dire depuis 2015, nos patrons nous connaissent, nous oublient pas. Pourquoi ? Parce qu'on est un métier de l'ombre, entre guillemets. Moi, on nous voit, mieux on se porte dans les entreprises. Voilà, on est là en général pour gérer des problématiques, faire énormément de prévention, mais gérer des événements. Sur les 10 dernières années, on a 2015, on a les attentats. Donc forcément, là, on s'est retrouvés au front, entre guillemets, avec nos patrons pour protéger l'ensemble de nos bâtiments, de nos sites, de nos collaborateurs en priorité, et puis ensuite les biens. Juste derrière, on a eu les Gilets jaunes, donc voilà, d'autres mouvements un peu plus sociaux, sur un contexte assez politique. Derrière, on a eu la crise sanitaire qui est arrivée derrière, donc ça veut dire... avec des demandes de compétences... avec des compétences très très particulières, parce que si vous êtes OIV ou pas OIV, vous devez rester ouvert, et nous, clairement, on a dû gérer, étant aujourd'hui dans le monde financier, à l'ensemble de nos agences bancaires. Les directeurs sécurité sûreté étaient prêts à cela ? Ah oui. Alors, moi, je dirais oui, parce qu'on a eu, il y a très longtemps, d'autres attaques, 2007, 2008, on a eu SRAS, on a eu la grippe aviaire, on a eu, alors qui n'avait pas été beaucoup plus loin, mais bon, il y avait eu quand même une préalerte. Donc ça faisait partie des scénarios. Moi, aujourd'hui, on regarde tous les 6 mois, j'ai 48 scénarios de risque pour mon entreprise. Tous les 6 mois, on les regarde et on regarde le top 10 à chaque fois. Il y en a qui étaient passés dans le top 20. Et là, il y en a sur les 10 dernières années qui sont plus dans le top 10 et dans le top 5. On peut prendre le un terrorisme ou sanitaire. Ensuite, là, dernièrement, maintenant, on a une guerre. Donc voilà, avec des contextes aussi géopolitiques, mais en tout cas, sur le monde financier, des choses assez importantes. Donc aujourd'hui, oui, on a vraiment notre métier et puis une dernière attaque qui est hyper prégnante au quotidien. C'est les attaques cyber. Là, aujourd'hui, nous, on a une cible, une cible dure. Donc vraiment, oui. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux sujets qui ont bouleversé notre métier, avec des connaissances, entre guillemets, à acquérir et aussi à découvrir et apprendre, parce que tout le monde ne se bat pas pour aller chercher les sujets. Les sujets faciles, les gens y vont. Les sujets un peu plus compliqués, ils y vont un peu moins vite. Et donc derrière, à nous, pourquoi ? Parce qu'en général, quand personne ne prend, en général, c'est le directeur sécurité ou responsable sécurité qu'on va appeler, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait ? Alors si en plus ça arrive hors horaire, entre guillemets, à des moments, c'est forcément nous. Donc aujourd'hui, oui, ça bouleverse vraiment notre métier, mais ce qui fait aussi... entre guillemets, l'attrait du métier, c'est que chaque matin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On pense faire ça et on fera pas ça de la journée. Mais en tout cas, voilà, notre métier évolue énormément. Après, ce qu'on demande aussi, c'est vraiment se calquer à l'évolution des menaces, d'où l'importance d'avoir à un moment aussi des formations qui nous ouvrent, le contexte. Entreprise, je connais bien. Voilà. Là, on arrive sur aussi des menaces géopolitiques qui touchent beaucoup plus, entre guillemets, l'État, mais forcément nos organisations indirectement. Et là, il faut absolument qu'on ait une vision parfois un peu plus large. Ce que permet l'Agora, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est 600. On a une problématique qu'on n'a jamais gérée. On passe 4 coups de téléphone et on a tout de suite du rétexte entre guillemets, de pairs qui ont déjà géré. L'objectif de demain, c'est aussi encore s'ouvrir encore plus avec
des personnes qui sont autour de la table, le préfet, gendarmerie, police, et c'est ce que fait aujourd'hui l'Agora, nous permet d'avoir ces relations un peu plus fortes avec des secteurs. Là, on a dernièrement, là, c'est un peu de social qui redémarre la semaine dernière, avec un peu de monde quand même. Voilà, donc là, on repart encore sur d'autres événements. Comment est-ce que fait un directeur sécurité-sûreté, quelque part, pour gérer toutes ces menaces, toutes ces crises, pour pouvoir les appréhender, les anticiper? Parce que l'objectif, c'est quand même de les anticiper. Est-ce que cette multiplicité aujourd'hui de risques, est-ce que d'ailleurs, finalement, il y en a plus qu'avant, et comment vous pouvez l'appréhender? Ça, c'est de la veille. D'ailleurs, c'est aussi de l'appréhension des signaux faibles dans l'entreprise. On connaît notre entreprise. Par contre, on est aidé aussi par d'autres instances. On travaille beaucoup avec les renseignements territoriaux, mais aussi avec, par exemple, si on prend la région des Hauts-de-France, avec l'état-major du NODASC. Donc voilà, on a énormément d'écoute. Dès qu'on a une alerte, on s'appelle les uns les autres. On a quand même il y a un réseau qui se met en place, il y a de l'échange qui se fait, c'est ce qu'on appelle un peu, on y va, on va y arriver. Le continuum, clairement, oui, on s'y dirige, c'est pas forcément si simple que ça, en tout cas en France, je pense, mais on arrive à échanger, donc c'est énormément de veille, énormément de connaissances, énormément de disponibilité, et avoir aussi des équipes, et surtout une reconnaissance dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le COMEX me connaît, mes directeurs sur les territoires me connaissent. Et avant d'essayer de gérer eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont bien compris que il fallait peut-être passer un petit coup de téléphone avant. On en échange, si ça peut se gérer localement, j'ai aucun problème et j'ai autre chose à faire. Par contre, si on sait que ça va avoir des impacts, soit politiques, soit humains ou d'autres choses, là, on le gère autrement. Et c'est vrai que l'organisation aujourd'hui, elle est importante dans tous les phénomènes. Mais depuis 2015, on est passé des cas théoriques, semi-gestion de crise ou incident majeur, à que du cas pratique. Donc là, nos dirigeants, aujourd'hui, savent se mettre autour d'une table et, entre guillemets, appréhender ces éléments-là. Vous voulez dire, finalement, que le directeur sécurité-sûreté, aujourd'hui, est davantage reconnu suite à multiplicité de crises récentes? Depuis 2015, moi, mon téléphone, il sonne régulièrement. Mais même pour comme là, la semaine passée, qu'est-ce qui va se passer jeudi, qu'est-ce qui va ceci, et dès le lundi... on me sollicite, même si moi, 10 jours avant, je fais déjà les comptes rendus et les rapports de ce qui peut se passer par rapport à nous, mais aussi par rapport aux impacts, entre guillemets, indirects. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours avant, on a des contacts beaucoup plus simples. Mais oui, c'est... Et puis après, quand on connaît les gens dans ces moments-là, forcément, ils se rendent bien compte qu'on est là pour aider, clairement, pour conseiller aussi. Et c'est d'où l'importance de la bonne formation et du bon cursus, mais aussi de la bonne formation, du bon rétex. Parce que si on vient... Et de continuer à la fois à faire de la veille et à se former. Parce que je pense là, on le voit bien, aujourd'hui, la menace cyber, on y est. Sans mon RSSI, sans d'autres personnes, l'ANSSI ou d'autres choses, forcément, on ne peut pas y aller seul, on va dire. Donc il faut être bien accompagné. Monsieur le préfet, je me tourne vers vous pour une question. On a parlé donc dans ces évolutions, on a parlé de la professionnalisation, de la reconnaissance, mais on a parlé aussi de l'extension du domaine de responsabilité. Alors c'est un sujet que vous connaissez bien sur la responsabilité du directeur sécurité-sûreté. Avec votre double casquette, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter comme avis sur ce sujet de la responsabilité des directeurs sécurité-sûreté? Oui, c'est un sujet fondamental. À mes yeux, je crois qu'il y a deux mots qui sont importants, c'est compétence, vous l'avez évoqué, et responsabilité. Tout le reste, finalement, a peu d'importance. Vous aurez le positionnement, vous aurez la reconnaissance si vous avez la compétence. Donc, je considère qu'aujourd'hui, les éléments un peu du passé, les réseaux, les systèmes, etc., me semblent de plus en plus délicats. Les crises sont permanentes. Vous l'avez souligné, depuis 2015, on a quasiment partout des crises en permanence, mini-crises ou en tout cas événements particuliers en permanence. Donc, le premier élément, c'est celui-là. On va chercher la compétence. Donc, cette compétence va vous conduire à réfléchir à la responsabilité. Donc effectivement, on en parle très peu souvent, on l'a évoqué il n'y a pas longtemps sur ce plateau. La responsabilité du directeur sécurité, c'est un élément fondamental. Le jour où il a délégation de son directeur, DG, président, tout ce que vous voulez, on va dire de la tête de l'entreprise, si la délégation, il a toute compétence. Donc il faut que la délégation soit complète, qu'il y ait effectivement les moyens, les financements, etc. Mais ça veut dire qu'il décharge complètement le délégataire de sa responsabilité. Et le juge considère qu'il faut 3 critères pour que ça puisse fonctionner. Le premier, c'est la compétence. On revient à l'élément particulier. Le deuxième, c'est connaître les règles juridiques. Donc ça veut dire que si
un responsable, un directeur, un président confie cette mission à quelqu'un qui n'a pas la compétence et pas la connaissance juridique, il n'y aura pas de délégation. Et troisième élément, le juge vous dit l'expérience ne suffit pas. Donc on voit bien qu'il y a 3 critères fondamentaux pour ce type de délégation. C'est la compétence, ça a été dit largement, à mon avis de plus en plus large eu égard aux crises qui se développent. Deuxième élément qu'on oublie très souvent quand même, la connaissance juridique. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un PC de crise s'il ne sait pas comment ça marche. Comment marche le droit de la crise. Donc c'est un deuxième élément fondamental. Et le troisième, c'est l'expérience. Très bien, merci. Colonel, je me tourne vers vous. Alors, on va un petit peu plus loin dans cette enquête. J'ai dit que 90% des membres ayant répondu considèrent que leur métier a évolué ces 10 dernières années. Et on retrouve le même chiffre. 90% des membres ayant répondu considèrent que cette évolution est liée à l'évolution des menaces. Alors, vous en avez parlé un petit peu justement, Fabien. Je rappelle que donc vous êtes chef du département du MBA au niveau de l'EOGN. Et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de directeurs sécurité-sûreté au sein de l'Agora, via ce partenariat, qui suivent ce MBA. La cyber, puisqu'on le voit, hein, c'est la menace aujourd'hui qui est prépondérante parmi toutes les autres, mais également les aspects géopolitiques que vous venez d'évoquer, sociaux, environnementaux, on le voit aujourd'hui. Ce sont des éléments que vous prenez en compte dans ce cursus ? Oui, effectivement, et je vais dans le sens de Monsieur le Préfet. Les crises se succèdent, on observe que les menaces sont hybrides, elles évoluent, ce qui nécessite de décloisonner l'action de chacun et de développer des facultés d'action collective. Et le MBA a cette fonction. Alors, il s'agit d'une formation qui s'adresse aux cadres supérieurs, dans le cadre de leur formation continue, donc non seulement à des officiers de gendarmerie, mais à des cadres issus du public et du privé, de grands groupes ou de PME. Elle se fait en part-time à l'école militaire et l'objectif de cette formation, c'est de répondre à toutes ces menaces. Effectivement, vous avez cité quelques éléments de l'objet de la formation. Nous allons effectivement étudier les risques géopolitiques, puisqu'elles ont forcément des incidences au niveau national. Nous allons faire du cyber, puisque c'est un incontournable. Et j'ai parlé d'hybridation, mais dans toute crise, il y a forcément aujourd'hui une part de cyber. Nous allons faire du droit, de la compliance, c'est incontournable. Nous allons étudier la connaissance des acteurs de la sécurité. Voilà, tout un panel. Alors, elle se fait pour l'aspect académique, il y a une partie académique, elle se fait avec le partenariat avec Paris 2 et Paris Panthéon-Assas et la participation d'HEC Paris et du CNAM. La deuxième phase, c'est la phase opérationnelle où nous allons voir sur le terrain, concrètement, nous allons voir les acteurs de la sécurité pour développer, pour entrevoir ce qu'est la coproduction de sécurité. Et c'est là où c'est un élément important, puisque aujourd'hui, les crises, la gestion des crises nécessite un décloisonnement, donc une coproduction pour pouvoir y répondre au mieux. Voilà, avec une production, dans un troisième temps, d'un mémoire assez exigeant d'ailleurs, sur lequel nos éditeurs doivent se pencher avec beaucoup de sérieux. Oui, et vous multipliez effectivement aussi les actions sur le terrain, si je puis dire, avec effectivement des épreuves plus tactiques, opérationnelles. Oui, tout à fait. C'est un élément extrêmement important de passer de l'académique à l'opérationnel, parler justement des forces de sécurité, de l'organisation de la sûreté au sein d'un grand groupe privé et de voir comment tout ça se met concrètement en œuvre sur le terrain. L'autre élément qui me semble aussi important, c'est le management. Nous faisons beaucoup de management. Le management est une des prérogatives du cadre supérieur, ils doivent mettre en œuvre, mais c'est d'autant plus important dans la sûreté, à mon sens, d'aller aussi dans ce sens-là, non seulement pour aller conduire les équipes, pour réaliser, pour faire aboutir un projet, mais aussi pour convaincre. La sûreté, c'est beaucoup de prévention, mais il y a de la prévention qui a un coût. Et il faut savoir convaincre les dirigeants de l'intérêt qu'ils ont et du gain qu'ils auraient à gagner à s'éviter une crise. Et c'est tout là la difficulté de l'action de prévention, c'est qu'elle est toujours difficilement quantifiable en termes de gains.
Très bien. Donc, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur pourquoi un directeur sécurité sûreté s'intéresse tout particulièrement au MBA s'il y a un profil spécifique. Alors, effectivement, le management est important. C'est également un point important au niveau du cursus DU et master sur lequel vous êtes actuellement. Alors, moi, je trouve que vous êtes très complémentaires et c'est ça qui est intéressant ce matin, c'est-à-dire que vous êtes davantage aujourd'hui à former des jeunes qui vont être en master et qui vont pouvoir suivre finalement leur cursus, pourquoi pas en contrat de professionnalisation ou en stage au sein de ces directeurs sécurité-sûreté. Puis vous, c'est un petit peu l'après, j'ai envie de dire, au niveau du MBA, ces directeurs sécurité-sûreté qui ont déjà un poste et qui souhaitent avoir une formation un petit peu plus poussée derrière. Si on revient sur ces jeunes, monsieur le préfet, actuellement, on peut voir toujours au travers du sondage que 75% souhaitent suivre une formation au cours des prochains mois. On voit qu'effectivement, il y a besoin d'aller un petit peu plus loin, comme on l'a dit précédemment. Est-ce que ces jeunes qui sont formés aujourd'hui ont cette appréhension à la fois de la gestion, du management des risques, de la détection des signaux qu'on a évoqué juste avant, vous l'avez dit, une formation juridique assez poussée. Comment est-ce que vous voyez les choses? Quels sont pour vous aujourd'hui les éléments prépondérants au niveau de ces formations pour ces jeunes qui vont être amenés à avoir un poste demain, pourquoi pas de directeur sécurité-sûreté ou d'officier de sécurité-sûreté? Oui, je vais, si vous me permettez, notre question est absolument fondamentale. En gros, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met dans une formation? Je crois qu'il y a 3 éléments à reprendre. Le premier, je redis, à mon sens, il faut un diplôme universitaire. Donc, j'ai le DU qui est un diplôme d'université, mais qui n'est pas de l'LMD. Donc, il faut qu'il soit dans le cursus LMD. Donc, c'est un Master 2 qui me semble être l'élément. D'ailleurs, on voit bien le profil des gens. C'est fondamental. Donc, c'est vraiment le premier élément, je redis, par rapport aux anglo-saxons et aux pays d'Europe centrale ou allemands ou de l'Est, c'est un élément fondamental. Le deuxième point, c'est les profils. Vous l'avez dit, je reviens sur ce profil qui me semble extrêmement intéressant. On a pu, les profils que vous évoquiez, policiers, militaires, gendarmes, que je connais. J'étais commissaire de police, j'adore mon garçon d'être militaire. Bon, c'est vraiment des profils que j'aime beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont changé. Donc on a effectivement ces profils castes importants qu'il faut reconvertir, trouver ces éléments pour qu'ils aillent bien. Deuxième profil, c'est les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Et après, vous avez des universitaires. Donc on voit bien que ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, à mon sens, alors après, c'est qu'une colonne vertébrale. Quels sont les éléments fondamentaux pour une formation, à mon sens, de directeur de sécurité par rapport à ce que j'ai vu sur votre sondage? Ils sont 6 ou 7. Le premier, c'est d'abord connaître l'environnement. Vous avez parlé effectivement de géopolitique, etc. C'est déjà connaître la police, la gendarmerie, la police municipale, les municipalités, le parquet. On n'évoque jamais la justice, fondamental. L'inspecteur du travail, tout ce qui touche l'environnement, les DREAL, etc. Donc plein d'acteurs. Donc premier élément, on avait en termes de formation, c'est celui-là. Comment voulez-vous entrer dans une structure si vous ne savez pas ce qui vous entoure, qui vous contrôle, hein? Donc c'est un point très important. Le deuxième élément, c'est connaître l'entreprise. C'est fondamental de pouvoir être dans une entreprise. Si vous ne savez pas comment marche un budget, un audit, comment vous allez vous battre devant le DRH ou le patron du financier, si vous ne savez pas comment ça marche. Donc c'est le deuxième élément qui me semble fondamental. Le troisième, c'est le droit à la sécurité privée. Le droit n'est absolument pas le même que pour les autres. Il n'y a pas la garde à vue, il n'y a pas la contrainte, on n'est pas au PJ, on a très peu de pouvoir quand même, c'est très, très limité. L'armement, c'est très limité, c'est très compliqué, les fouilles, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est l'autre point. Après, il y a tout le volet droit du travail. Moi, je suis juriste publiciste, mais c'est une matière fondamentale. Tout ce que j'ai travaillé de ma monographie, je suis rentré dans le droit du travail, qui est très complexe, qui n'a rien à voir avec le droit public. Donc c'est un autre élément que doit maîtriser le directeur. Comment va-t-il parler avec un syndicaliste ou son DRH s'il ne maîtrise pas le droit du travail? Donc c'est un autre point fondamental. Le cinquième, moi, qui me semble aussi important, c'est l'entreprise. L'entreprise au-delà de son fonctionnement. La déontologie, l'éthique, et toute sa protection. Le cyber, je pourrais vous en parler, il y a beaucoup de choses, j'ai vraiment des visions particulières sur le cyber. L'intelligence économique, absolument fondamentale. Le secret des affaires, les habilitations des agents, ça c'est fondamental, que personne ne traite. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse le voir, parce que quand l'acteur va être directeur sécurité-sûreté, si c'est pas ça, il va être très embêté. L'IE, c'est protéger l'entreprise, c'est protéger son savoir.
Le secret des affaires, attendez, un PDG, le secret des affaires, c'est extrêmement protégé. Donc ça me semble extrêmement important. Vous avez ensuite le volet, moi, qui me semble aussi assez fondamental, qui touche un peu l'Europe, c'est les langues. Hein, on ne peut plus aujourd'hui, à mon avis... C'est vrai que vous vous battez beaucoup pour ça, vous le dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans un grand groupe, vous êtes obligé de maîtriser les langues. Je l'ai déjà dit, je le redis. Ma génération, c'était 15 ans sur un poste. La nouvelle génération, c'est 3 ans par poste. 40 ans ou 45 ans de travail, ça fait 10 ou 12 postes, 13 postes. Donc ils vont passer forcément par l'Europe. Ils vont passer par l'Allemagne. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui sur l'industrie militaire allemande. On s'est dit, attendez, ils ne font pas de guerre, ils ont 1500 chars qu'ils ont vendus en Europe. Donc on voit bien que c'est un élément fondamental. Donc tous ces points me semblent extrêmement importants. Et je pense qu'aujourd'hui, cette formation va être celle-là. Et après, pour terminer, ça peut être trop long, j'ai évoqué les profils, à mon avis, ce qui me semble important comme formation. Mais après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, écoutez, des jeunes. Tout le monde est jeune, j'allais dire, mais il faut ensuite pondérer la formation. Un ancien officier de police ou de gendarmerie n'aura pas une formation que quelqu'un qui sort de l'école de commerce. Bien sûr. Voilà. Donc on mettra l'accent pour lui sur la gestion de l'entreprise, le droit du travail. En revanche, celui qui arrive à l'école de commerce, il faudra mettre l'accent sur les partenariats, peut-être un peu sur la police judiciaire, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait ensuite une formation globalisante, mais pondérée et modulaire. Autrement, ça ne fonctionnera jamais. Et ça vous permet effectivement ensuite d'entrer dans la formation continue. Vous disiez tout à l'heure, écoutez, depuis 2015, on a ça à faire et vous changez tout le temps. Les menaces sont tout le temps différentes. Vous parliez de l'étude qui est faite au niveau international. Il y a 5 ans, c'était le terrorisme. Oui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc on voit bien que c'est fondamental. Donc il faut une formation adaptée, je vais dire quasiment à la carte. Voilà, et comme vous le dites, en formation continue, et qui évolue, et qui continue au fil du temps, au fil des années. Alors justement, colonel, je me tourne vers vous, on l'a redit, hein, il y a un partenariat qui est également mis en place, alors comme vous, hein, comme avec la faculté aujourd'hui, mis en place avec le MBA OGN. Vous avez donc des directeurs sécurité-sûreté, pas que, mais vous avez des directeurs sécurité-sûreté qui entrent et qui souhaitent suivre ce MBA. Y a-t-il un profil type de ces personnes qui vont vouloir, qui souhaitent suivre ce MBA? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher plus exactement? Il n'y a pas de profil type, puisque nous nous adressons aux directeurs de sûreté plus largement à ceux qui gèrent le risque. C'est-à-dire en situation de crise, ceux qui sont autour de la table, il n'y a pas seulement le directeur de sûreté et le directeur général de l'entreprise. Il peut aussi y avoir les ressources humaines, même les assureurs, etc. Donc on a une vision assez large de notre... On a des profils qui sont très divers. Mais majoritairement, effectivement, directeurs sécurité, nous avons des RSSI, bien entendu. Ce qu'ils viennent chercher, c'est de développer leurs compétences, d'avoir une vision 360 des risques, de découvrir une force de sécurité intérieure aussi, mais pas seulement, avoir accès aussi à la sûreté dans des organisations privées, des grands groupes, etc., pour éclairer leur action au quotidien. C'est vraiment, je pense, alors j'aime beaucoup ce terme de densification de leurs compétences. Ils cherchent vraiment à densifier leurs compétences pour pouvoir répondre à ces risques qui sont divers et qui sont en perpétuelle évolution. Je crois que c'est ça qu'ils cherchent, c'est une préoccupation de pouvoir répondre à l'évolution des risques, à des crises qui se succèdent, et être le mieux armé possible pour pouvoir répondre au sein de leurs organisations. Ils viennent chercher peut-être aussi le prestige, finalement, quelque part, d'une belle institution, telle que l'école des officiers. Cela doit aussi y participer, mais il y a une réalité des jeux. Il faut que la formation soit à la hauteur. Nous allons bientôt recruter notre 10e promotion. Oui. Nous avons un nombre de candidats grandissant d'année en année, avec des profils de plus en plus haut niveau. Vous avez un quota, vous restreignez? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de quota pour en parler, mais c'est simplement que nous assurons d'avoir des promotions à taille humaine qui favorisent les échanges. Puisque l'autre élément important au sein de la formation, c'est le dialogue entre les auditeurs. C'est cette richesse de profils, ce sont les échanges entre les auditeurs qui nourrit la réflexion au sein des promotions et qui nourrit chacun dans ses fonctions.
Et ils continuent après d'échanger une fois qu'ils ont eu leur diplôme. Après, il y a une sorte de parrainage de... Non, il n'y a pas de parrainage, mais il y a une association des anciens auditeurs, des alumni, et les promotions ayant vécu des choses assez intenses, puisqu'on les confronte aussi à des situations propres à alimenter la cohésion de groupe. Hein. La gendarmerie sait le faire. Voilà, et je crois savoir que beaucoup restent en fait un peu en internat pendant cette... En tout cas, il y a, alors pas d'internat à proprement parler, mais nous avons des activités où nous projetons sur plusieurs jours sur le terrain. Ils ont l'occasion justement d'avoir des activités qui durent la nuit, etc. Et donc, c'est propre à alimenter un esprit de promotion. Et je sais que les promotions, on reste en contact très très longtemps après leur formation. Par la suite. Et en règle générale, ça dure, le cursus dure à peu près combien de temps et sur cette durée, ça représente quel pourcentage, puisque il y a les directeurs sécurité sûreté restent en poste pour la plupart. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Eh bien, il s'agit d'une formation part-time, donc effectivement, nos auditeurs poursuivent leur vie professionnelle. La formation est sur 1 an ou en 2 ans. Alors sur 1 an, cela représente 14 semaines de formation et nous l'avons donc développé sur 2 ans pour pouvoir répondre aux contraintes professionnelles d'un certain nombre de nos auditeurs. Et là, du coup, la formation représente 7 semaines une année et 7 semaines l'année suivante. Voilà, donc du coup, ça leur permet de pouvoir continuer à remplir leur mission, on va dire, Exactement. au quotidien, tout en suivant cette formation et d'être diplômé, de sortir au bout de 2 ans. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne et j'aimerais bien revenir vers vous, monsieur le préfet, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, vous vous intéressez... Alors, vous vous êtes toujours intéressé à la sécurité privée, mais vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore plus à faire en ce domaine. Vous avez commencé à évoquer cette histoire de module qui a été reprise aussi tout à l'heure par Fabien. Comment vous voyez les choses vous-même à ce sujet? Comment est-ce qu'on pourrait permettre demain à certains acteurs qui ne souhaitent pas aller vers un diplôme tel que le MBA, de pouvoir avoir peut-être une formation continue sur certaines briques pour pouvoir leur permettre d'avoir le même niveau tous, parce que finalement il s'agit de niveaux, comme vous l'avez très bien exprimé, en fonction de tous les profils, chacun vient chercher peut-être une brique supplémentaire. Je crois qu'il y a 2 éléments à voir. C'est ce qu'on disait, c'est un peu toujours les mêmes items qui reviennent. Le premier point, c'est la reconnaissance du diplôme. Donc, si vous voulez reconnaître un diplôme universitaire, je le redis, le DU, c'est un diplôme d'université, mais ce n'est pas un LMD. Donc, c'est autre chose. Le master, c'est donc un diplôme universitaire. Donc, vous devrez forcément, pour avoir ce diplôme, même le DU, vous devez remplir les conditions. Donc ça, c'est un point important. Donc, vous ne pouvez pas passer le diplôme si vous dites, écoutez, je ne prends qu'un module. Donc ça, c'est un point qu'il faut voir. Cela étant, c'est extrêmement professionnalisant. Moi, par exemple, je vais parler du cyber, qui est un point qu'on a évoqué. Vous avez 5 enseignements généraux qui sont faits par le général Vatin-Augouard, qui vient de la gendarmerie, le préfet Jaspers pour l'intelligence artificielle, le général Perrotte de la gendarmerie également pour l'intelligence artificielle. Vous avez le directeur de l'ANSSI qui donne des éléments généraux. Mais après, on a mis en place pour la spécialité 25 heures de droit cyber, pas de droit numérique, droit cyber, que du droit cyber. Ensuite, on les injecte pendant 25 heures dans un laboratoire cyber, qui est le Lauria, le général Fraissinet est docteur du Lauria, qui est un des grands laboratoires cyber français. Et après, on les met en immersion avec le patron de la sécurité cyber de Capgemini et d'Orange Cyber. Donc, vous voyez bien que c'est ça l'élément. Donc, on voit bien que ce module serait suffisant. On peut très bien faire la formation continue. Il faut ceux qui faire que du cyber. Il y aura une super formation juridique. Il va pas être ingénieur cyber en 25 heures, mais il va savoir. Et c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Il sera rentré dans une cellule d'une entreprise en sachant ce que c'est qu'une crise cyber. Et il aura les cas pratiques. Donc lui, il peut faire que ça. Mais il n'aura pas le diplôme. Il aura une formation continue. Donc il va faire 25 heures de l'année. Et il aura 25 heures, plus 25, plus 10, une cinquantaine d'heures. Et il aura cette connaissance qui me semble être, si jamais ça manque. Imaginez celui qui a un cursus complet, on ne va pas lui redemander de faire un DU ou un M2 alors qu'il a à peu près tout. Il sait à peu près tout faire, mais écoutez, le cyber, ce n'était pas mon truc, je vais y entrer. Donc il y a cet élément-là. Donc il faut bien distinguer 2 choses. Le diplôme, il faut tout faire, et vous avez ensuite les possibilités de formation continue où vous entrez sur une thématique qui vous intéresse.
On a eu par exemple sur le pilotage de la crise un séminaire avec le directeur de cabinet du président de la République qui nous a donné la vision de Sirius. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. On a le général Lecointre, sa vision militaire. Donc on a ces éléments-là. Et voilà, vous venez prendre une séquence. Vous voulez avoir une séquence géopolitique, on a une quinzaine d'heures qui sont faites par des officiers des armées. Donc vous avez cette séquence-là. Mais vous n'avez pas le diplôme en complet. Donc ce qui me semble important, c'est ça. Vous avez raison de bien le spécifier. Voilà. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ses souhaits, peut avoir soit le diplôme, soit... Non, mais vous parliez un peu effectivement du prestige ou autre chose, donc c'est très important. Est-ce que je veux la connaissance et le diplôme ? Je veux que le diplôme ou je veux que la connaissance. Donc on peut très bien faire des choses très intéressantes où vous avez je pense, des vraies expertises qui sont menées sur une thématique ou sur la globalité, mais l'enjeu n'est pas le même. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Alors, Fabien, on va clôturer ici l'émission. C'est malheureux parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà. Fabien, par rapport à tout ce qui a été dit, et je rebondis par rapport à ce que vient de dire le préfet, effectivement, il y a une réflexion avec l'Agora qui est mise en place sur comment demain on peut permettre à ces directeurs sécurité-sûreté qui souhaitent avoir des briques de connaissances supplémentaires, voire un diplôme, jusqu'à un diplôme. Comment vous envisagez tout cela ? Moi, je pense qu'on a parlé beaucoup d'un mot, la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, elle est interne à l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, si on est compétent, on est reconnu, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est la reconnaissance des institutions. Aujourd'hui, on le voit bien, moi j'ai une entreprise qui permet, toute mon équipe est formée, voilà, il n'y a aucun problème, alors qu'il n'y a pas d'obligation. Donc si demain, on arrive aussi à travailler sur ce point-là, ce domaine-là, où on se dit demain, chaque directeur sécurité, en tout cas, ou sur certaines branches, mais à la limite toutes les branches, que ce soit l'industrie, le financier, à tout niveau, je veux dire même le public, quelquefois on a des directeurs sécurité qui n'ont pas forcément les connaissances, et c'est même assez surprenant quand on peut faire des audits ou des choses comme ça. Dès lors qu'on n'aura pas cette obligation-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi ? Parce que comme c'est pas obligé, pourquoi aller, pourquoi le faire ? Demain, ça devient une obligation, je le dis bien. Là, la dernière crise que je connaissais pas forcément, c'était le domaine de l'énergie. Voilà, une crise énergétique, plus de courant, plus de courant au fin fond de la Somme ou je sais pas où. Ça nous amène des contraintes très très particulières. On nous demande de le gérer, clairement, de savoir comment on va travailler. Donc, si demain on a une obligation qui est purement par rapport aux institutions sur notre mission, ça va aussi nous aider fortement. Alors, je sais que là, je parle à l'Agora, mais on n'est pas tous d'accord à l'Agora, parce que des gens disent, ouais, mais non, nous, s'il faut se reformer, ceci, cela. Certains n'ont pas toujours certains envie, sont pas prêts. Maintenant, comme on dit, quand quelque chose sort, en général, on a des validations d'acquis, comme un peu la carte pro, comme plein de choses, où les gens qui faisaient cette mission-là, si, entre guillemets, ils avaient 1600 heures et ceci et cela, on leur donne, entre guillemets, cette reconnaissance-là. Par contre, pour les nouveaux, c'est hyper important aussi. Voilà. Parce que ça attirera aussi de nouveaux. Et quand notre métier sera aujourd'hui forcément reconnu, aujourd'hui, quand même dommage que, quelquefois, commissariat central ou des gens des RT soient obligés de passer par l'accueil d'une entreprise pour savoir qui s'occupe de ça. C'est complètement normal. Déjà, quand c'est passé par l'accueil, 3/4 d'entreprises sont au courant qu'il y a un problème. Donc on n'est vraiment pas bon là-dessus. Donc cette reconnaissance dès lors qu'elle sera et entreprise, mais aussi d'un point de vue institution, on aura tout gagné. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas à l'Agora, on y essaye, on se bat. Quand je dis on se bat, on avance, on essaye de trouver les moyens de pouvoir y arriver. Et à côté de ça, on aura toutes ces formations à côté qui nous permettent d'avoir une formation de base. Mais comme je le dis, aujourd'hui, moi, je fais énormément de formations au quotidien, la cyber, des choses. C'est du continu. Bon, dans 10 ans, on sera sur des risques qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi. C'est de se mettre toujours à l'écoute, en veille de tous les risques qu'on peut avoir et surtout de pouvoir partager et public et privé. Donc le gros avantage, c'est continuer sur ce continuum-là, avoir vraiment une reconnaissance et de l'entreprise qu'on a depuis 2015. On ne nous oublie pas, notre numéro, il est partout. Il n'y a aucun problème. Mais aussi, est-ce le cas pour tous les directeurs sécurité ? Je pense qu'aujourd'hui, quel directeur, dans quel domaine d'activité aurait pu passer à travers entre guillemets, des crises sur les... on a eu terreau, on a eu social, on a eu sanitaire, avec des boîtes qui ont complètement fermé, qui ont du mal à redémarrer. Là, maintenant, on a énergétique, entre guillemets, on a une guerre.
Ah là, entre guillemets, on fait, voilà, pourquoi, si on prend l'industrie, problème d'appro, problème de ceci, problème de cela. Donc forcément, tout le monde a au moins été impacté par l'une. Ou tous, ou toutes. Hein, voilà. Donc cette multitude de crises a fait que aujourd'hui le directeur sécurité sûreté est davantage reconnu. Si demain il n'y avait plus de crise, est-ce que cela signifierait qu'on à un moment, c'est ce qui est arrivé peut-être entre, on va dire, 2010 et 2014-2015. On est un peu, voilà, il y a eu des choses qui sont un peu tombées. On existe toujours, hein, on est là, mais un peu moins connu, voilà. Et puis on a tendance à dire à ce moment-là, après il y a le nerf de la guerre, hein, c'est les budgets, avoir les bonnes équipes. Là, il y a beaucoup entre guillemets, la crise sanitaire a fait beaucoup de mal sur certains environnements. Hein. Si on prend toute la partie événementielle, moi j'ai plein de pères qui ont perdu leurs équipes, des sites fermés, plus d'événements, plus rien. Et ben, il y a un moment à quoi sert l'équipe, et ben il reste plus que le patron de sécurité, et il perd tous ses adjoints, des choses comme ça. Maintenant ça remonte, ça revient. Il faut faire attention, voilà, on connaît aussi, nous, les crises peuvent impacter directement les équipes. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est que dans le recrutement, je fais vraiment attention, entre guillemets, avec la RH, on se bat pour avoir, entre guillemets, une personne avec un profil dont on attend. Et après, il y aura toujours la partie quand même, allez, 30 ou 40% qui sont vraiment la connaissance du métier pur, des risques particuliers. Mais aujourd'hui, l'avantage des M2, des M1, même des licences, hein, on va dire, les gens ont moins le 80-20, on va dire. 80%, ils ont les bases. 20% après, c'est de la connaissance, c'est du terrain, c'est du rétex. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour être directeur sécurité, moi, il y a des choses... j'ai encore des appels où j'ai pas la réponse tout de suite. Parce que... Voilà, il faut être plein d'humilité, je pense, aussi dans ce métier, et accepter le fait qu'on ne connaisse pas tout, s'appuyer peut-être sur les équipes, s'appuyer sur, vous l'avez dit tout à l'heure, les partenaires, les autres acteurs, les pairs, bien évidemment. C'est passionnant, en tout cas, merci beaucoup, merci à vous trois d'être venus sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la formation des directeurs sécurité sûreté. On voit, il y a beaucoup de choses qui leur est proposées, et il y en a plein d'autres. On voit qu'il y a des projets qui sont aussi en cours, dont on parlera lors d'une prochaine émission, justement pour pouvoir permettre à ces directeurs sécurité sûreté d'être encore plus reconnus, et puis pour pouvoir avoir un niveau, on va dire, commun à tous. Encore merci, et puis à très bientôt sur une prochaine émission Top Candidat. Merci à vous. Merci. Merci.